Merci de nous faire confiance. Vous êtes nombreux à suivre votre émission Entre les lignes. Eh bien, ce jour, nous sommes sur quelques sujets d'actualité. On sera d'abord sur la guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, les conséquences de cette guerre et les implications au niveau de l'Afrique et même au niveau du fonctionnement de toute la planète Terre. Il y a beaucoup d'implications dans cette guerre. On va le voir dans cette émission. On parlera également de cette interview de M. Kagame. Paul Kagame a accordé une interview à François Soudan de Jeune Afrique. Au cours de cette émission, l'homme a fait beaucoup de révélations qui suscitent l'analyse et interprétation. Mesdames et messieurs, on parlera également, enfin, de la problématique principalement du retrait de l'armée rwandaise. L'annonce avait déjà été faite, l'Amérique a donné le ton, mais à ce jour, qu'est-ce qui bloque? Parce que dans l'interview de Kagame, il a dit « Je refuse de lever les mesures défensives ». Il demande donc à la communauté internationale d'imposer à la République démocratique du Congo le respect des accords de Washington, notamment la neutralisation des FDLR, le fameux FDLR. Où ira-t-on avec cela? Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, entre les lignes. En face de nous, M. Freddy Mulumba, journaliste, politologue, chercheur, mais aussi, comme d'aucuns vous appellent, passionné du Congo. Comment allez-vous, M. Freddy Mulumba? Très bien, monsieur. Merci énormément encore une fois, de répondre à notre invitation. On va commencer par la clé de lecture. Comme d'habitude, la guerre en Iran. Oui, Dan, je pense qu'avant que la guerre en Iran éclate, oui. Entre l'Amérique, l'Iran, l'Amérique, l'Israël contre l'Iran, il y a eu un Américain qui a publié un ouvrage, c'est en 2025 ici. Il s'appelle Hald Brand. Le livre est intitulé Les siècles érasiatiques. Érasie. Donc, quand on dit Érasie, c'est les continents qui commencent de l'Europe jusqu'en Asie. Jusqu'à l'Asie. Ouais, c'est le seul continent. On appelle Érasie. Okay. Donc, les siècles prochains, le 20e siècle, c'est l'Érasie. Donc, ça signifie que le centre du monde a basculé. Il a quitté l'Amérique, l'Occident. Maintenant, le centre du monde est au cœur en Chine et en Russie. Donc on peut dire la Russie et la Chine maintenant, c'est le centre du monde. La Russie a une puissance militaire, la Chine a une puissance militaire, mais aussi une puissance économique. Donc toutes les affaires, les bonnes affaires, se font en Asie et non en Europe, et non en Amérique, et non en Afrique. Ça aura quelles conséquences? Ça veut dire que les États-Unis et l'Europe sont en retard désormais. Oui, de toute façon, le centre a basculé. L'Europe, l'Amérique, non, surtout l'Amérique est exclue. Oui. L'Europe fait partie du continent eurasien, oui. Donc, l'Europe peut participer comme, je peux dire, pas comme puissance, mais celui qui va profiter peut-être du déplacement du centre économique du monde, et puis aussi militaire. Donc, ça aura quelles conséquences? Oui. Il y aura des guerres chaudes, ce que vous voyez en Iran. C'était prévu qu'il y aura la guerre en Iran, parce que les Américains n'allaient pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire et que l'Iran soit comme une puissance régionale. Donc, cette guerre qui est guerre chaude, en réalité, on veut éviter à ce que l'Iran soit une puissance régionale. En face de qui? En face d'Israël, qui est aussi une puissance régionale, qui veut régenter presque tout le Moyen-Orient. Donc, si l'Iran tombe aujourd'hui, c'est l'Israël avec les Américains. Donc, l'Amérique, ça c'est le monde. Mais sur le plan régional, c'est l'Israël qui va contrôler. Mais il y a aussi un autre qui peut poser problème, c'est la Turquie. Donc, selon toutes les analyses, s'ils parviennent à casser l'Iran, ils vont attaquer la Turquie. C'est possible. Mais on va voir comment ça va donner.
Donc, je parle de la guerre chaude. Oui. Ce qui se passe en Iran maintenant, au Moyen-Orient. Ce qu'on peut appeler des guerres chaudes. Il y a la guerre froide. Okay. Parce qu'après cette guerre, après cet affrontement, qu'on le veuille ou non, nous aurons au moins 2 grandes puissances, ou bien 3 grandes puissances, qui vont gérer le monde. Donc vous avez la Chine et la Russie d'un côté. De l'autre côté, on a l'Amérique et l'Occident. Donc on peut dire l'Occident et l'Amérique, l'Europe. Ils vont gérer le monde, ils vont se partager. Donc on va assister à un nouveau partage du monde. Et ce nouveau partage du monde va donner une nouvelle architecture, je dirais un peu géopolitique. Il y aura des États qui vont disparaître, il y aura des États qui vont naître, qui vont émerger, qui peuvent aussi naître. Parce qu'il ne faut pas oublier que avant que les Américains soient des Européens, les Occidentaux contrôlent le Moyen-Orient, c'était la Turquie, donc l'Empire ottoman. C'est quand l'Empire ottoman a décliné que l'Europe, la France et la Grande-Bretagne sont partagés le Moyen-Orient. Et puis l'Amérique est venue s'y mettre. Mais pour le moment, tout le Moyen-Orient est contrôlé par les Américains. On va voir que ça va donner après cette guerre. Donc si on parle de la guerre en Iran, c'est que les gens comprennent que c'est lié. Est-ce qu'il y a un lien avec la République démocratique? Il y a un lien. D'abord, le premier lien, c'est quoi? Nous sommes un produit de la mondialisation. N'oubliez pas, c'est en 1885 qu'on a créé, on s'est partagé l'Afrique, et puis les bassins du Congo étaient au cœur du partage de cette Afrique. Okay. Et le Congo a été créé en 1885, le 1er, je pense, juillet, par décret. Donc nous sommes un produit de la mondialisation. Donc il y avait 14 puissances qui sont partagées un peu les zones d'influence. Maintenant, ces 14 puissances ne sont plus des puissances en quelque sorte. L'Europe qui tournait sur les toits n'a plus de moyens, ni économiques, ni militaires. Maintenant, la seule puissance qui est restée, parce qu'il ne faut pas oublier, en 1885, c'était l'Amérique. Non, en 1984, c'est l'Amérique qui était les premiers à reconnaître l'État indépendant du Congo comme un État ami, un gouvernement ami. Donc, tous les autres, les 13, ont disparu. Maintenant, c'est l'Amérique qui met, je dirais un peu, la main sur le Congo à travers accords de partenariat stratégique. Donc, on peut dire que le Congo est sous protectorat, protection américaine. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, mais quand vous venez maintenant chez nous, pour faire un peu les liens, j'ai dit qu'il faut d'abord dire que nous sommes le produit de la mondialisation. Quand les choses bougent sur le plan mondial, ça doit avoir un effet chez nous. Il y avait 14 puissances en 1885. Aujourd'hui, il y a 2 puissances. Il y a sur le Congo, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique. Donc, la donne a changé. Maintenant, la Chine et l'Amérique sont en compétition sur le plan technologique et plan commercial. Mais ce qui peut donner le pouvoir à la Chine sont des minéraux. Donc la plupart, je pense 15 entreprises, sociétés minières qui sont dans les mines sont chinoises. L'Amérique n'est presque pas présente. Dans notre pays ou dans toute l'Afrique? Dans notre pays. 15. Et les entreprises chinoises contrôlent la grande partie des minéraux du cuivre et du cobalt. Et ces partages des Américains n'ont pas beaucoup donc les Occidentaux n'ont pas beaucoup de minéraux, donc ne contrôlent pas beaucoup de minéraux comme la Chine et comme les Chinois. Mais ce qui complique la donne, tous ces minéraux, un petit 80% sont raffinés en Chine. C'est là où la donne devient très 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 complexe. Mais comment les Américains comptent-ils rattraper ce retard ou bien reculer l'influence chinoise sur le Congo? Je pense qu'à travers l'accord qu'ils viennent de signer avec le Congo, quand vous le lisez très bien, on va beaucoup plus retoucher, comment dire, pas retoucher, mais revoir comment dirais-je, les contrats, révisiter les contrats.
Tous les contrats, même les contrats chinois? Tous les contrats sont revisités. Tous. Ah bon? Oui. C'est là où l'Amérique attend, là où ça ne marchera pas, il peut y avoir accès. Mais le problème est que les Américains n'ont pas l'argent que les Chinois ont. C'est là où il y a un dilemme entre nous et entre les Chinois, entre les Chinois et l'Amérique. La Chine est très très riche. La Chine est très riche. La Chine a la technologie aujourd'hui. La grande partie de la technologie est chinoise. Ils sont tellement en avance et ils ont l'argent. Vous avez l'Amérique qui est en retard sur le plan technologique, en retard par rapport à la Chine. Mais l'Amérique n'a pas l'argent que les Chinois ont. Mais l'Amérique a la sécurité. Parce que quand le Congo était occupé par le Kagame, Museveni et les autres, ceux qui pillaient, Oui. la Chine les regardait, mais ne faisait rien. C'est par rapport à sa politique étrangère. Hein. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est le ministère des Affaires intérieures d'un pays. Ils n'ont pas intervenu. Maintenant, l'Amérique, il vient, il apporte la sécurité. Il n'apporte pas la sécurité gratuitement. Ça s'inscrit dans la compétition avec la Chine. Maintenant, quelle sera notre attitude? Les uns, donc la Chine apporte l'argent, la technologie, l'Amérique apporte la sécurité. Ça va se passer comment? C'est là où on verra la capacité des élites congolaises de monter des stratégies, d'être capables de jouer entre les deux pour que notre peuple, notre pays gagne. Pourquoi? Parce que il faut reconnaître, il faut revoir, en 1960, pendant la guerre froide, le Congo avait pris position et travaillait en faveur. Donc, on avait pris position pour les Américains. On était pro-américains. Mobutu est venu au pouvoir. Mobutu est parti et la FDL est arrivée. Mais quand on fait les bilans, on n'a rien gagné avec l'Amérique. C'est la leçon à tirer, la première leçon à tirer. On n'a rien gagné avec Mobutu. Avec l'Amérique pendant la guerre froide. Oui. On a travaillé pour l'Amérique, on n'a rien gagné. Donc c'est la première leçon à tirer et qu'il faut vite corriger. Pour éviter que les conséquences de la guerre froide tombent encore sur nous, la première guerre froide, il faut maintenant s'ouvrir à toutes les grandes puissances. C'est ce qu'on appelle le multi-alignement. On peut travailler avec les Chinois, travailler avec les Américains, travailler avec les Russes, travailler avec les Indiens. Mais tout dépend de nous. Donc si nous ne sommes pas capables de savoir gérer tout ça, ça demande des intelligences stratégiques. Ça signifie qu'il faut que toutes les élites congolaises se mettent ensemble et disent ce qu'ils pensent pour savoir comment on va se comporter face à cette situation, cet affrontement entre grandes puissances sur nous. Parce que quand l'Union soviétique et l'Amérique se sont affrontés, nous on a pris position pour l'Amérique, mais au bout du processus, on a payé. Hein. Le Congo a payé cher. On est parti chercher Kagame et Museveni pour nous faire la guerre. Donc il faut tirer les leçons, comment j'appelle ici, les leçons de l'histoire, pour que ça ne puisse pas se répéter. Mais ce qui est bon est que sur le plan, je dirais un peu sécuritaire, nous sommes au moins en sécurité pour le moment. Ni l'Amérique de Trump, le Congo ne serait pas le Congo. Monsieur Freddy, vous avez commencé par parler de la guerre en Iran. Mais aujourd'hui, si les États-Unis n'arrivent pas à anéantir l'Iran, qu'est-ce qui peut se passer en termes de conséquences? Non, je pense que c'est d'abord les conséquences de la guerre. Bientôt, selon toutes les analyses, la vie sera difficile pour tout le monde. Hein. Les prix du pétrole vont augmenter, ça aura un impact sur toutes les économies. Donc il faut déjà se préparer. Si les barils de pétrole peuvent atteindre 150 $ ou bien 140, il faut à l'intérieur du Congo qu'on se prépare déjà, qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la catastrophe. Il faut déjà y penser, parce que ça va venir. Il ne faut pas attendre, ça va venir. À cause de cette guerre, l'économie du monde va s'effondrer. Ce qui est normal. Mais maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse atténuer les conséquences de cette guerre sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Ce qui est important. On parlera de Kagame. Mais moi, je vois déjà, si la guerre termine, l'Iran résiste. Oui.
Ce sera peut-être la ligne où la deuxième guerre froide peut se tracer. Donc vous aurez l'Iran, sera avec les BRICS. Hein? Et l'autre côté, vous avez l'Arabie Saoudite. Non, pas l'Arabie Saoudite. L'Israël est avec l'Amérique. Israël, c'est une puissance régionale, tout comme l'Iran. Donc, ils vont se partager, je peux dire un peu, les zones d'influence au Moyen-Orient. Ce qui est vrai après cette guerre, il y aura partage des zones de sphères d'influence entre Américains, Chinois, Iraniens et Russes, mais aussi Israéliens. C'est peut-être le monde qu'on verra après cette guerre. Mais c'est en Afrique où il faut être inquiet. Les Africains ne sont pas prêts à vivre toutes ces mutations. J'ai l'impression qu'en Afrique, les gens ne sont pas conscients. Parce qu'on voit, moi je suis un peu beaucoup de télévision publique africaine, mais il faut voir les débats. Les débats réduits au niveau de la politique interne, comment il faut changer le gouvernement, comment... Donc il faudrait qu'on comprenne. Quand il y a eu des grandes... Donc l'affrontement entre les 14 puissances européenne dans les temps, on a tracé les frontières africaines. C'est à partir de Berlin que les frontières africaines sont nées. Oui. Oui. Le Congo aussi est né à Berlin. Oui. Donc c'est là où les grandes puissances se sont partagées les sphères d'influence. Maintenant, il y a au moins 3 grandes puissances. La Chine, l'Amérique et la Russie. Mais il faut s'y attendre pour toute l'Afrique. On va revoir les frontières. Donc le Congo peut être aussi balkanisé, peut aussi être... Le Congo, ça sera difficile parce que le Congo est dans la sphère d'influence américaine maintenant. Okay. Hein? C'est la raison pour laquelle vous entendez, on a demandé à Museveni de retirer ses troupes. On a demandé à Kagame de retirer ses troupes. C'est parce que le Congo doit retrouver un peu, comment dirais-je, sa souveraineté et intégrité territoriale. Oui. Donc le Congo est de retour. Mais ça, c'est la vision américaine. Parce que n'eût été l'intervention de l'Amérique de Trump, mais le Congo serait déjà un pays fictif en quelque sorte. Le plan existe. Le plan existe. Alors, M. Fredy Mulumba, un petit mot sur le Burkina, hein, juste un petit mot. Il y a le président Ibrahim Traoré qui a récemment donné une interview aux médias de son pays. Une phrase qui a circulé un peu partout, ça fait un peu choc dans les médias internationaux, où il dit la démocratie, ce n'est pas pour nous. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Cette phrase, monsieur, comment vous la comprenez? Mais il a raison. Il dit la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, c'est quoi? Il faut se poser la question. Avant que... moi, je suis pratique. Oui. Va parler de la démocratie chez Matayav, chez les Lunda. C'est un État qui existe jusqu'à aujourd'hui. On peut l'appeler empire, c'est un État. Il n'y a pas cette histoire. Mais ils ont leur manière de s'organiser pour devenir Matayav. Vous ne faites pas un coup d'État. Hein? Il y a quand même des règles, des normes. Quand vous prenez ceux qui disent démocratie, qui sont venus avec un faux discours de démocratie, c'est quand la démocratie les arrange. Quand, par exemple, quelqu'un fait un coup d'État et puis il va aux élections, c'est comme quel pays en Guinée, c'est Couturé. Quelqu'un, c'est le président guinéen a fait un coup d'État. Maintenant, il vient de faire des élections, lui-même a organisé, il est président. Pour l'Occident, c'est la démocratie, non? Donc, Traoré a raison. Mais il faut penser comment nous devons, nous Africains, mettre en place ces structures pour sélectionner les meilleurs d'entre nous qui doivent gérer, diriger nos États. Et là, ça exige d'abord une certaine indépendance. Mais quand on est sous tutelle d'un État, bien d'une puissance, il est très difficile qu'on parle de la démocratie à l'africaine. Dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui veut faire un coup d'État, mais il y a quand même, le peuple décide même de confier les pouvoirs à une personne.
Donc ça exige normalement une certaine indépendance du pays. Monsieur Fedi Moulumba, Kagame vient de faire une interview avec François Soudan. Voici quelques phrases qu'il a prononcées. Il dit: nous refusons d'élever nos mesures défensives, que ce soit les troupes, que ce soit d'autres mesures défensives, selon votre logique, alors qu'il y a une menace contre moi. Mais demandez-vous de lever mes mesures défensives sans pour autant gérer cette menace? Il n'y a pas de logique, selon moi. Ça, c'est Kagame qui... Kagame fait du chantage aux Américains. Il refuse, il dit: je refuse. Il fait du chantage aux Américains. Mais je ne pense pas qu'on le laissera faire. La fois dont je t'ai expliqué ici, il faut que Kagame tire les leçons de Mobutu. Il a fait son temps, on l'a utilisé. Maintenant, on l'a jeté comme un citron déjà Pressé. C'est fini. C'est ça la réalité. C'est la vérité en matière de relations internationales. L'Amérique a décidé, elle l'a utilisé. Maintenant, on n'a plus besoin. Il faut qu'ils comprennent ça. Comme Mobutu, on l'avait utilisé. On l'avait utilisé. On a dit maintenant ton temps est terminé. On a envoyé Bill Richardson qui est venu ici pour dire Monsieur Mobutu avec une lettre. On a donné la lettre à Mobutu. Non, arrête, c'est fini pour toi. Donne le pouvoir à l'AFDEL. Mobutu a refusé. Mais il y a autre chose, c'est pas ça. C'est que Mobutu est parti et Kabila a pris le pouvoir en s'autoproclamant président. On doit comprendre qu'on lui a dit que c'est fini. On a demandé de se retirer. Mais l'impression, ça donne qu'il fait du chantage. Il a beaucoup d'éléments de chantage sur certaines élites américaines. Il a beaucoup d'éléments de chantage. Oui. Voilà pourquoi il s'entête. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Un petit pays comme ça dire non à l'Amérique. Il fait chanter les Américains. C'est peut-être qui passaient à Kigali, qui faisaient des affaires un peu qui n'étaient pas propres. Peut-être aussi ceux qui avaient qui menaient une belle vie, une bonne vie à Kigali, et Kagame a des preuves. Donc si vous osez demain matin, je mets sur la place publique. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, vous voulez parler, vous voulez ce que je cède, je vais parler. Mais on ne laissera pas faire. Parce qu'ici sont les intérêts d'une grande puissance. Pour les Américains, on lui demande de partir. Lui, donc l'Ouganda et le Rwanda, qu'on laisse les Congolais gérer seuls. On n'a plus besoin de Kagame, tout comme de Museveni, comme des négriers d'État moderne. Mais on a l'impression que c'est un bras de fer parce que Boulos a dit, Trump a dit la guerre est finie. Boulos a dit que toutes les troupes étrangères se retirent. On a même suivi les fils de Museveni dire que nous avons donné ordre que les troupes puissent quitter Lubero. Mais apparemment, c'est un semblant de retrait qui se passe. C'est comme s'ils se retirent, ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe dans ce bras de, apparemment un bras de fer avec les Américains? Non, mais c'est parce qu'on les a abandonnés. On les a lâchés, non? C'est normal. Ils ont travaillé avec les Américains pendant 30 ans. Maintenant, on leur dit, mais c'est fini, on n'a plus besoin de vous. Voilà un peu, ils veulent résister, mais il faut qu'ils relisent l'histoire et qu'ils tirent les leçons du passé. Et c'est important. Parce qu'on ne laissera pas les pays, le Congo, en désordre, parce que Kagame ne veut pas. Et le projet de la balkanisation qui était déjà prévu est tombé dans l'eau. Bien, on l'a remis dans les tiroirs par les Américains. Maintenant, on a besoin d'un Congo stable, un Congo puissant, avec qui il faut négocier avec les Chinois. Il dit encore, le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais désormais appelé AFC M23, auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Oui, mais je pense que tu sais qu'on a frappé l'armée rwandaise. Oui, il y a des généraux qui ont été sanctionnés. Sanctionnés, même l'armée rwandaise ne peut ni acheter des armes, ni vendre les minerais. C'est la fin d'une époque. Kagame va faire quoi? Il dit au président Kabila, c'est le moment. Prends la tête pour légitimer que ce mouvement est congolais, mais personne n'Égypte. AFC, M23 sont déjà sanctionnés par les Américains, par les trésors américains. Et vous pensez qu'on va vous laisser faire? C'est une erreur. Une erreur. Mais c'est normal, hein, quand quelqu'un a fait longtemps, il était choyé, adulé par les Occidentaux, maintenant on a tourné le dos. Hein, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas cette réalité. Mais le drame maintenant c'est pour Joseph. C'est là où je vois qu'on devrait tirer les leçons de l'histoire.
Moi, je compare la position de Joseph Kabila aujourd'hui par rapport à Moïse Tchombe. Moïse Tchombe, quand ils ont fait la session katangaise, ils avaient l'objectif de créer un État indépendant au Katanga. Ils ont créé un État. Ils avaient une armée, ils avaient une monnaie, ils avaient une police. Même un ambassadeur belge est accrédité au Katanga. État indépendant du Katanga. Pourquoi ça a échoué? D'abord, pendant cette période, toutes les minéraux de cuivre ou de cobalt qui étaient exportés, c'était au Boken qui vendait, ou bien qui transformait les minéraux, qui raffinaient, mais qui les vendait. Les Katanga n'avaient rien. On avait même imprimé déjà la monnaie katangaise, vous savez ça dans l'histoire. Donc, les Européens, donc, on peut dire un peu, les Occidentaux, pendant la guerre froide, les globalistes, les hommes d'affaires ont utilisé Tchombe. Et dit créer un État indépendant du Congo, un État du Katanga. Comme ça, comme on a les minéraux ici, nous aurons une économie forte, avec une armée forte. Donc, ils étaient sûrs que la session katangaise allait réussir. Mais pourquoi ça a échoué? D'abord, c'était pendant la guerre froide. Les Américains ont fait les calculs entre coûts et bénéfices, entre avantages et désavantages. Avoir un Katanga indépendant, ça va donner quel désavantage? Les Russes, avec le communisme, risquent de s'installer au Congo. Et ils avaient peur d'un deuxième Cuba, selon certains spécialistes. C'est ainsi que, par rapport à ces intérêts un peu stratégiques, les Américains ont décidé d'abandonner Tchombe. Qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir chassé tous les militaires katangais qui sont partis servir en Angola, Tchombe est devenu Premier ministre. Après, Mobutu a fait un coup d'État. Tchombe est parti se réfugier en Espagne. Et puis de l'Espagne, c'est passé par le Portugal. Jusqu'en Algérie, Tchombe a été tué. Il est mort en Algérie. Tous les biens de Tchombe ont disparu. Tous les minéraux qu'on avait vendus pendant ces 3 ans, que Oboken a vendus, cet argent a disparu. Même les biens de Tchombe. On ne sait pas aujourd'hui les retrouver. Si je prends cet exemple, c'est aussi pour dire qu'il y a risque pour que ça arrive aussi à Joseph Kabila. Vous savez, j'ai toujours dit, on ne peut pas laisser un Africain ou bien un Noir avec des milliards ou bien avec des millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va lui mettre derrière des vendeurs d'armes. On va dire nous acheter des armes. On va chasser cette de Kinshasa. Vous devez chercher des avocats, des hommes d'affaires qui sont derrière lui. Dès qu'il bouffe l'argent, on trouve qu'il n'est plus utile. On va l'abandonner comme Tchombe. C'est ce qui risque de se passer. Pourquoi? Parce que les Américains ne peuvent pas accepter qu'on crée un seul État ou bien un État à l'est du Congo. Impossible. Mais si Kabila aussi a dit ça, c'est par rapport à une étude qui a été faite par BBC, une analyse, pour dire que les Américains, peut-être, ils pourront accepter un fédéralisme. Comme ça, les rebelles vont s'intégrer dans cet État fédéral. Voilà pourquoi peut-être le professeur Kabila parle de soudanisation. Donc derrière ce discours, il se cache la volonté d'avoir un État fédéral. Donc le Congo sera fédéral. D'ailleurs, quand vous voyez un peu le M23, AFC, ils avaient fait un communiqué en disant nous sommes pour le fédéralisme. Donc ce n'est pas un fait d'hasard. Ils croient qu'il y aura le fédéralisme. Mais ce qui n'est pas sûr. Parce qu'ici, les intérêts américains sont plus importants que les intérêts de Congolais. Donc,
nous risquons de connaître la situation semblable à celle du Katanga entre 1961 et 1963. Donc la saison katangaise, quoi. Justement. Alors, M. Feni Mulumba, dans cette interview, il y a eu déjà, tel que nous voyons, tel que nous sommes là, il y a eu 2 interviews de Kabila. D'abord avec un média belge, un média américain, et maintenant c'est Kagame qui vient de parler. Donc on constate que de l'autre côté, on communique, on commence à beaucoup communiquer. Est-ce que ça cache un message? Mais ils sont perdants, c'est tout. Ils sont perdants. Ils sont sur la défensive. Ils savent que c'est fini. Maintenant, ils se sauvent qui peut. Simplement. Il faut se sauver. Mais c'est fini pour eux. Hein? C'est terminé, c'est fini. On ne va pas reculer. Donc, toutes ces mutations ne dépendent pas d'eux. Ce sont des mutations mondiales. Il y a l'Amérique qui gérait seule. L'Amérique est en train de perdre un peu son monopole. Sur le plan militaire, tout comme économique et autres. Oui. Il y a d'autres puissances qui émergent. Automatiquement, ces puissances vont chercher à définir leur sphère d'influence. C'est comme ça quand il y a ce qu'on appelle la compétition entre grandes puissances. Chacun définit sa sphère d'influence. Pour le moment, les Américains ont décidé, je ne parle pas des Européens, les Américains ont décidé d'avoir l'espace Congo, peut-être avec tout l'Est, donc les pays de l'Afrique de l'Est, leur espace, leur sphère d'influence. C'est ce que les Américains cherchent maintenant par rapport à la Chine. Donc il y aura un affrontement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un équilibre entre la Chine et l'Amérique. Mais ceux qui pensent avoir le soutien de l'Union européenne se trompent. L'Union européenne n'est pas une puissance. C'est là où vous voyez que les Européens ont signé avec Kagame. Vous vous rappelez, avec le contrat que Madame la présidente de l'Union européenne avait signé. Kagame n'a pas de mine, il va signer avec Kagame un contrat. Maintenant, Kagame n'est plus chef. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi maintenant tout le monde se rabat sur l'opposition, donc sur la rébellion, sur le Kabila. C'est comme ça que tu vois Libre Belgique, Jeune Afrique, les gens commencent à reprendre les discours. Mais ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Ce qui va se passer, le Congo va récupérer les territoires, le Rwanda pourra disparaître comme État, tout comme le Burundi. Ils vont disparaître. Oui, ils ne seront pas. Parce que pour entretenir l'État, le Rwanda vivait de quoi? De 2 choses. Il vivait des mines, il vivait du pillage des minerais du Congo, qu'il vendait, mais aussi de l'aide occidentale. L'Occident est en faillite. Qui va vous donner l'argent? Donc, sur le plan, je dis un peu économique, l'État rwandais n'est pas viable. C'est fini. Il n'a pas de richesse à l'interne pour financer son budget. Ils vont vivre comment? Donc, il faut déjà repenser. Il faut voir après Kagame et après Museveni comment cette partie de l'Afrique sera organisée. Donc, ils peuvent, si le Rwanda disparaît, il va être annexé au Congo, comment ça va se configurer? Mais de toute façon, tous les Rwandais veulent être des Congolais, non? L'exemple est là, ils prennent nos noms, partout ils partent à l'extérieur, ils sont Congolais. Ils veulent être Congolais, non? Maintenant qu'on les annexe, tous les problèmes réglés. Hein? Aux annexes, ils sont réglés, le premier règle c'est fini, parce qu'ils veulent être Congolais. Alors qu'ils devenez Congolais, c'est tout. Mais il faut vous comporter comme tout Congolais. Ça signifie que un citoyen qui respecte la loi et les règles. Pas un citoyen qui vient avec un discours pour se mettre au-dessus des autres. Pour dire non, nous les Tutsis, on veut nous tuer. Ça passe plus. Tu es Tutsi congolais. Tu dois respecter les règles et les lois du pays. Point très. C'est tout. Monsieur Fodi, merci beaucoup, mais on va prendre aussi un autre aspect de l'actualité, puisqu'on en a parlé. Parlons un peu de sport. Oui, j'allais oublier. Oui. Alors c'était beaucoup plus important. Oui, la Coupe du Monde. Oui. Je pense que la qualification de l'RDC pour participer à la Coupe du Monde, après 52 ans d'absence, c'est un grand symbole. D'abord, ça signifie que le Congo est de retour. Le grand Congo est de retour, ça, un. De deux,
Ça démontre que s'il y a la volonté politique, on peut réussir, on peut gagner. Parce que quand vous voyez les cas de léopards, généralement, quand les léopards allaient jouer, l'argent était détourné. Toutes les primes. Quelquefois, les joueurs laissaient abandonner dans les hôtels. Chacun se débrouille. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Les gens étaient là pour saboter. Maintenant, comme les présidents récupéraient les choses en main, ils contrôlent tout. Voilà les résultats. Ça signifie que quand on a la volonté de politique, la volonté de puissance est là, et de grandes ambitions, on a un bon résultat. Comme on a réussi avec les matchs, comme on a gagné, nous sommes partis en Coupe du Monde. Ça inaugure une nouvelle ère pour le Congo. Un Congo de grandeur, un Congo de puissance. Mais aussi, il faut aussi des élites de grandeur, des élites de puissance. Ne pas voir les élites que nous avons là, qui se battent pour être ministres, pour manger et construire des maisons. Donc il faut maintenant, à ce niveau ici, il faut une élite qui a un esprit de grandeur, un esprit de puissance, avoir de grandes ambitions, être grand. Donc il faut rêver les peuples congolais aujourd'hui, comme le président Tshisekedi l'a fait. Il a dit on va gagner, on a gagné. On a vu tout le monde dans la rue. J'ai vu mes images de Congolais à l'étranger, très contents. Nous sommes de retour. Mais avec quelle élite maintenant? C'est le problème du Congo. Donc, il faut changer d'élite. Il faut une nouvelle élite compétente, patriotique, une élite qui a une vision de grandeur, une élite qui doit s'occuper de la population, une élite qui vient du peuple. Pas des gens qu'on prenne, qu'on place là-bas, et dès qu'ils sont ministres, ils commencent à voler, à détourner l'argent du pays. Donc, ça inaugure les matchs qu'on a gagnés, ça inaugure une nouvelle ère. Et je pense qu'il faut en profiter pour redorer l'image du Congo. Parce que généralement, l'image du Congo à l'extérieur, c'est un pays de désordre. Effectivement, quand tu viens à Kinshasa, tu vois la confusion, le désordre est total. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut s'accommoder à ces désordres? Tout le monde trouve normal. Vous roulez, vous êtes sur le boulevard, il y a du n'importe quoi, pour aller à l'aéroport, vous mettez... Non. Il faut qu'on remette tout ça en cause, qu'on ne puisse pas s'accommoder à ce qui ne marche pas. Et pour cela, il faut changer la culture. Il faut changer la mentalité. On a la mentalité des villageois. Vous voyez, les gens se disent en ville, ce sont des villageois. Donc, quand on dit on est en ville, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait des normes. Si on ne peut pas, comment dirais rouler comme on roule à Kinshasa, là. Même quand il y a comment dirais-je, on organise des manifestations. Les Congolais arrivent en retard, 3-4 heures du temps, avec des explications. Oh, il a plu, et vous savez, l'enfant était malade. Il y a un problème. On est dans un monde de compétition. Ce sont des gens qui sont puissants, qui sont compétitifs, qui vont gagner. Donc nous devons vite changer. C'est bien, on a déjà gagné avec la Coupe du Monde. Maintenant, il faut aussi qu'on ait des élites. Et quand les gens passent, même dans les assises internationales, on dit, mais les Congolais, quand même, cette fois-ci, on a présenté des gens de qualité. Mais on peut lier le leadership actuel aux résultats qu'on a obtenus dans Si, il faut dire que ça, c'est la volonté du président Tshisekedi. Ça, c'est la volonté. D'ailleurs, il n'y a pas seulement que la Coupe du Monde. Oui. Vous vous rappelez, il y avait la francophonie. Les Occidentaux, donc la France a saboté, les Canada a saboté, même les Belges ont saboté. On pensait que ça allait échouer. Félix Sémi, on a vu à travers le monde que c'était les Congo qui organisaient comment on appelle ici, le jeu de la francophonie. Donc, c'était sa volonté, il n'y aurait rien. Parce que les gens qui étaient auparavant, ils avaient détourné l'argent. Ceux qui étaient comme le chef. Et quand le président s'est mis seul, il a suivi, il partait lui-même sur le terrain, non? On a vu les résultats. Donc,
tout est question de volonté politique, volonté de puissance, de grandes ambitions. Il faut faire rêver notre peuple. Et pour cela, il faut les élites de qualité. Pas de voleurs, pas de menteurs, pas des incompétents. Voilà comment est-ce qu'on peut reconstruire le Congo de demain. Alors, M. Freddy Mulumba, on est en train d'aller rapidement, mais à la fin de notre entretien de ce jour, il y a dans l'opinion une question qui continue à se poser, à tarauder un peu les esprits, c'est autour de l'incertitude sur la tenue des élections, parce que le Congo aussi, on est dans ce processus-là. Est-ce qu'il faudra nécessairement qu'on organise les élections dans le délai en 2028 pour permettre à ce que d'autres dirigeants viennent et puis voilà, qu'on organise parce que la Constitution demande qu'il faudrait qu'on puisse organiser ces élections-là. Il faudrait nécessairement qu'on passe par qu'on respecte la... Normalement, on n'a pas besoin d'élections maintenant. On n'a pas besoin d'élections. On a besoin d'un État stable. Parce que les élections concernent les régimes politiques. Donc, on peut avoir un régime dictatorial, on fait les élections pour qu'on part vers un régime démocratique. C'est ça l'essence des élections. Mais pour le moment, il n'y a pas d'État, ni administration, ni armée, ni justice. Quand les conflits vont éclater, qui va protéger les pays? Donc, pour le moment, moi je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un débat scientifique, entre scientifiques, qu'on se pose la question, est-il aujourd'hui nécessaire ou bien important de faire des élections dans ces conditions? On en a fait quatre tours d'élections. Ça donnait quoi? Dès qu'on fait les élections, après, les gens contestent, les gens vont aller en rébellion. Non. Qu'on arrête ça. Qu'on pense à la reconstruction, à la réinvention d'un nouvel État congolais. Les élections viendront après. Parce qu'il y a des pays, la Chine n'a pas d'élection, mais la Chine est puissante. Vous faites des élections, vous tombez dans les désordres. Faut-il encore qu'on continue? On ne continue pas. On arrête. Et puis, tous ces gens qui réclament les élections là, ils ont des bases où ils peuvent aller même dans leur propre village. Ils vont corrompre pour qu'ils soient élus. Il faut qu'ils donnent des cadeaux. Donc, pour moi, ce n'est pas l'élection, ça. Hein? Ce n'est pas l'élection. Nous devons repenser. C'est notre pays. Il ne faut pas faire plaisir à des individus. Faire plaisir à l'Union européenne, à la soi-disant communauté internationale. De toute façon, elle n'existe plus. Tout est question des rapports de force. On décide, nous disons, on ne fait pas les élections. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous reconstruisons l'État. L'armée forte, l'administration et la justice. Après, il faut maintenant, comment dirais-je, sélectionner ceux qui peuvent arriver à gérer le gouvernement. C'est tout. Je ne vois pas l'importance. De toute façon, ça ne dépend pas de ceux qui font du bruit là. Ils font du bruit. Les Américains, Trump a dit qu'il n'entre pas dans l'histoire de démocratie, il n'entre pas dans cette histoire-là. Ce n'est pas son problème. Dès qu'on a une armée forte, on a une administration bien organisée, on a une justice solide. C'est ça les piliers de l'État. Ce n'est pas les discours des politiciens qui passent tout le temps au Parlement, dans les médias, faire du bruit. Et quand vous regardez sur le terrain, ils ne pèsent même pas. Si on fait les élections libres, ces gens ne seront même pas élus. Mais généralement, on sait comment ça se passe. Hein? Mais ça veut dire, on est à la fin de notre entretien de ce jour. Ouais. Mais l'opinion qui nous suit, qui a suivi cette émission, qu'est-ce qu'on devra retenir de notre émission? Non, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille. Quand on dit travailler, c'est d'abord ceux qui ont des compétences, oui. les intellectuels, les scientifiques, doivent rentrer dans les bibliothèques pour produire de nouvelles pensées, de nouvelles connaissances qui peuvent permettre une nouvelle organisation de notre État. Donc, tant que les gens, tant que les intellectuels n'ont pas travaillé, il faut qu'ils travaillent, qu'ils produisent la pensée, qu'ils donnent la voie à suivre aux politiciens.
Mais s'ils ne font rien, il ne faut pas attendre un miracle chez les politiciens. On va encore tourner en rond. On ne sait pas. Quand les gens verront que nous vivons toujours dans la confusion, le pays peut disparaître. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Le pays peut disparaître parce que nous ne sommes pas capables de montrer au monde entier qu'on est capable de gérer un État comme les nôtres. Donc il faut changer vite ces élites, avoir de nouvelles élites qui voient un peu plus humain, qui voient les intérêts du peuple et les intérêts du Congo et de l'Afrique. Mais pour le moment, les élites ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il faut les changer. C'est la seule solution. Si nous les gardons, on va les regretter. Les Soudan a disparu, il ne faut jamais oublier. Hein? La Somalie aujourd'hui, il est en morceaux. Il ne faut jamais oublier. La Libye est où? Donc ça va nous pousser beaucoup plus à la réflexion. Ça signifie que nous devons mettre la vérité sur la table. Pas faire plaisir à quelqu'un. Hein? Parce que tel ambassadeur m'appelle, je dois suivre ce qu'il dit. Non. C'est d'abord notre Congo. On doit défendre les intérêts de nos enfants et nos petits-enfants. Et généralement, quand on parle avec les Congolais, ils ne voient pas l'avenir. Hein? Ils voient seulement l'immédiateté, là. Ils voient seulement l'immédiat. Ce qui l'intéresse. On peut parler français, raconter des histoires. Mais si on n'est pas capable de projeter le Congo dans 20 ans, 30 ans, là, on peut dire que cette élite est maudite. Ce qu'il faut regretter. Il faut faire par tous les moyens qu'on arrête cette situation. On ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter. Ce qui fait qu'il faut à un moment donné, une conscience nationale se crée. On dit, on arrête. Ceux qui vont aller au-delà des règles, on les sanctionne, c'est tout. Parce que maintenant, de toute façon, tout le peuple du monde se recherche. Même les Américains se recherchent. Les Chinois se recherchent. Il n'y a que chez nous, nous sommes distraits. Donc c'est un appel qu'on lance aux élites intellectuelles et politiques qui ont une conscience de savoir qu'il faut construire un nouvel État pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Mesdames et messieurs, c'était M. Freddy Mulumba. Merci beaucoup. On a parlé d'abord de la guerre en Iran, l'interprétation et puis la compréhension au niveau national, même international. On a parlé également de l'interview de M. Kagame à Jeune Afrique. On a parlé aussi justement de la situation liée au sport, le football. Et enfin, on est revenu au pays pour pouvoir conclure. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. On espère qu'on vous reverra très bientôt parce que vous avez une grande communauté de gens qui aiment vous suivre. Merci beaucoup. On va continuer. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à faire la recherche. Hein, parce que moi, ça me fait très mal de voir des discussions entre Congolais. On peut se rendre compte que les gens ne s'informent pas. D'abord, s'informer. Et puis, deuxième chose, il faut lire. Et je reprends. Les connaissances sont dans les livres. Ce n'est pas sur TikTok, mais les réseaux sociaux. Il faut avoir la capacité de lire un livre et le résumer. Et ça peut aussi donner une capacité de lire un rapport, le résumer. Mais si vous ne lisez pas, on vous donne un rapport de 10 pages, vous ne saurez pas le terminer. Donc apprenons à lire. De toute façon, beaucoup de gens lisent la Bible. Hein. Mais ils ne lisent pas les livres. Les païens. Mettez moi une Bible, non? Oui. Mais faisons maintenant, par exemple, il faut lire l'histoire du pays. Hein? Vous lisez la Bible, bien entendu. Il faut lire l'histoire. C'est beaucoup plus important. Et la géographie. C'est pas si mauvais. Merci beaucoup, M. Freddy, de votre passage dans cette émission Entre les lignes. Voilà, on va libérer M. Freddy. C'est la fin. Merci aussi à vous qui nous avez fait confiance, qui continuez de nous faire confiance. Continuez de nous soutenir. Nous serons toujours là pour vous, aussi longtemps que vous êtes là. Allez, portez-vous bien et excellent week-end chez vous.